La chambre immense vibrait d'une résonance sourde, presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les plateformes flottantes, suspendues dans un balai gracieux, dessinaient des anneaux concentriques autour du centre, chacune portée par une technologie si avancée qu'elle en devenait invisible. Sur ces îlots en apesanteur siégeaient les délégués de 1000 mondes, représentants d'espèces aussi diverses qu'improbables, des êtres cristallins, dont les corps étincelaient sous la lumière diffuse, des entités gazeuses, contenues dans des champs de force, ondulant doucement au rythme de conversations muettes, des diplomates insectoïdes, dont les mandibules cliquetaient avec nervosité. Une tension électrique parcourait l'assemblée. Les regards, qu'ils soient faits d'yeux, de facettes, de lueurs ou d'ondes, convergeaient vers le centre. Là, sur la plateforme la plus haute, la haute conseillère Zigza déploya lentement ses tentacules iridescents. Les motifs bioluminescents ondulaient le long de sa peau translucide, signifiant à tous qu'elle s'apprêtait à prendre la parole. Un silence respectueux, absolu, enveloppa la chambre. La voix de Zixa, amplifiée et traduite en 1000 langues, résonna avec une solennité maîtrisée. Collègues estimés, nous nous réunissons aujourd'hui pour traiter d'une affaire d'une urgence capitale. Nos éclaireurs à longue portée ont établi un contact avec une espèce jusqu'alors inconnue. Il se nomme un humain. Un frémissement parcourut la salle. Surprise, curiosité. Un soupçon d'appréhension. Les hologrammes s'animèrent, projetant au centre un globe d'un bleu profond, moucheté de nuages. Autour, la lueur dorée d'une étoile familière. Voici leur monde, poursuivit Zixa, grave, la Terre. Il y a seulement 3 siècles, ils brûlaient des combustibles fossiles, se battaient entre eux avec des armes primitives. Aujourd'hui, unifiés, en expansion, terraformant, colonisant, explorant les étoiles avec une rapidité sans précédent, les images défilèrent. D'immenses stations spatiales en orbite, autour de mondes stériles transformés en paradis verdoyants, des vaisseaux fuselés, glissant dans le vide interstellaire, des humains en combinaison, posant le pied sur des terres inconnues. Les visages, tantôt marqués par la fatigue, tantôt illuminés par la fierté, incarnaient à la fois la fragilité et la volonté inébranlable de leur espèce. Ce n'est pas seulement leur technologie qui doit retenir notre attention, ajouta Zixa, sa voix vibrant d'une gravité nouvelle. C'est leur nature même, adaptable, imprévisible, résilient, capable de compassion et de cruauté, de création et de destruction. Sur une plateforme de cristal, un délégué au contour géométrique s'inclina légèrement, faisant scintiller la lumière à travers son corps prismatique. Sa voix, froide et précise, fendit le silence. Suggérez-vous, haute conseillère, que cette jeune espèce représente une menace pour l'ordre établi? Zixa replia lentement ses tentacules, méditative. Les motifs sur sa peau devinrent plus complexes, traduisant la profondeur de sa réflexion. Pas une menace, répondit-elle enfin, mais une force qui pourrait remodeler notre galaxie de façon que nous ne pouvons pas prévoir. Un geste gracieux fit évoluer l'hologramme. On y voyait désormais des humains affrontant des environnements extrêmes, chaleur insoutenable, froid mortel, tempête toxique. Les images alternaient entre des actes de solidarité bouleversantes et des explosions de violence brutale. Des décisions prises en un instant, de l'audace mais aussi du danger. Nous proposons un avertissement galactique. Approchez l'humanité avec prudence, évitez le conflit. Remonter tout contact significatif. À ces mots, la chambre s'embrassa. Certains délégués exprimaient leur accord, d'autres haussaient le ton, accusant la haute conseillère de paranoïa. Les voix, les ondes, les lumières et les vibrations se mêlèrent dans un chaos orchestré. Mais sous la cacophonie, une certitude s'imposait. Un nouvel acteur était entré en scène, et rien ne serait plus jamais comme avant. Dans le tumulte, une question silencieuse flottait. Qui parmi eux oserait le premier franchir le pas? Le tumulte grandissait, emportant la chambre galactique
dans une cacophonie polychrome. Zixa, imperturbable, modérait les échanges avec la patience d'un astre, ses tentacules traçant dans l'air des arabesques d'autorité. D'un geste, elle invoquait de nouveaux holodonnées, séquences de missions humaines, statistiques d'adaptation, récits d'alliance et de trahison. Les voix fusaient, certaines vibrantes d'inquiétude, d'autres tranchantes d'ironie. L'humanité n'est pas une variable stable, affirma Zixa. Leur histoire abonde de revirements inattendus, de progrès fulgurants, de chaos créatif. Une délégation amphibienne émit une onde d'approbation, tandis qu'un triumvirat de sphères mentales protestait, doutant de la menace réelle. La salle, animée par l'incertitude, oscillait entre fascination et méfiance. Soudain, un vacarme métallique éclata près de l'entrée monumentale. La foule s'écarta, surprise, alors qu'une silhouette imposante fendait la marée des délégués. Kazer, ambassadeur de l'Empire zarkonien, avançait avec la prestance d'un conquérant. Son exosquelette rutilant, tout en arêtes d'acier et en plaques d'obsidienne, réverbérait les lueurs du conseil. Les mandibules de Kazer cliquetèrent, annonçant sa prise de parole. Sa voix, filtrée par les résonateurs de son armure, était ferme, vibrante d'assurance. « Pardonnez mon retard, haute conseillère. Les frontières de notre empire s'étendent chaque jour. Vous parliez d'humains ? Pourquoi le Grand Conseil vacille-t-il devant des primitifs à peine sortis de leur puits gravitationnel ? Zixa sentit un frisson d'agacement parcourir ses tentacules, qu'elle enroula autour d'elle. « Nous ne vacillons pas, répliqua-t-elle, la voix serrée. Nous cherchons à comprendre leur progression, leur capacité d'adaptation. » Mais Kazer coupa net, levant une patte en signe d'interruption. « Leur faiblesse, corrigea-t-il, cinglant. Ils sont divisés. Leur technologie accuse des siècles de retard. L'Empire zarkonien traverse les étoiles depuis que ces humains manipulent à peine l'atome. » Il se tourna vers l'Assemblée, toisant chaque délégué de son regard multifacette. La prudence du Conseil est déplacée. Ces humains pourraient devenir une ressource précieuse pour notre Empire. Un souffle d'indignation parcourut la chambre. Certains délégués émirent des signaux d'alerte. D'autres, figés, mesuraient la gravité de la déclaration. La peau translucide de Zixa vira au rouge incandescent, projetant des éclats d'avertissement sur les murs. « Délégué Kazer, siffla-t-elle. Le Conseil déconseille fortement toute action agressive. Nous avons déjà observé le prix à payer, lorsqu'on les sous-estime. » Mais Kazer, visiblement amusé, se redressa de toute sa hauteur, ses plaques métalliques crissant dans le silence. « Votre inquiétude est notée, mais l'Empire zarkonien tracera sa propre route. » Il fit volte-face, son exosquelette résonnant à chaque pas. La porte s'ouvrit devant lui, et il disparut, laissant derrière lui une onde de tension glaciale. Un silence pesant enveloppa la chambre. Les regards se tournèrent vers Zixa, qui leva lentement ses tentacules pour restaurer l'ordre. « Collègues, il est temps de voter. Acceptons-nous de publier une alerte galactique concernant l'humanité. » Les plateformes flottantes s'illuminèrent une à une, chaque délégué transmettant son suffrage par un signal lumineux, une modulation de couleur, une impulsion psychique. L'attente était insoutenable, chaque instant alourdissant le climat d'incertitude. Zixa observait les résultats s'afficher en volutes holographiques, mais son esprit restait tourmenté. Une inquiétude sourde la rongeait. L'humanité, loin d'être un simple sujet d'étude, devenait un point de bascule pour l'ordre galactique. Quelque chose, dans la décision de Kazer, sonnait comme un avertissement funeste. À l'autre bout de la galaxie, sur la passerelle du vaisseau amiral de l'Empire zarkonien, l'éternelle conquête, l'ambiance était à l'opposé du Conseil. Métallique, martiale, saturée du grondement des moteurs stellaires. Des officiers insectoïdes, bardés de circuits et d'armes intégrées, surveillaient les écrans tactiques où s'affichaient les routes hyperspatiales et les mondes cibles. Au centre, l'empereur Zaran, silhouette massive drapée dans un manteau de fibres dorées, scrutait un rapport projeté devant lui.
Son regard, dur comme l'acier, suivait les lignes des données humaines, cartes, images de colonies, enregistrements de transmission. Un sourire carnassier déforma ses mandibules. Il prononça, d'une voix grave et profonde: « Les humains, intéressant, tracer la trajectoire vers leur colonie. Nouveau Éden. Il est temps de nous présenter. » Les officiers s'inclinèrent. Des ordres fusaient, précis, implacables. Les matrices de saut hyperspatiales s'activèrent, illuminant la passerelle de lueurs surnaturelles. Les croiseurs, les destroyers, les frégates du Zarkonien se rassemblèrent, formant une phalange de métal, prête à déchirer le voile du réel. L'éternelle conquête, vaisseau amiral, s'élança en tête. Un bref instant, la flotte parut s'immobiliser, suspendue entre deux battements de cœur de l'univers. Puis, dans un jaillissement d'énergie, elle disparut dans les replis de l'hyperespace, ses lumières s'effilochant comme une traînée de comètes. Au Conseil galactique, Zixa sentit le poids des choix s'abattre sur elle. Une ère incertaine s'ouvrait, et déjà, au loin, l'écho d'une rencontre inévitable résonnait à travers le tissu du cosmos. Rien, désormais, ne pouvait freiner la collision des destins. La question n'était plus de savoir si, mais quand et à quel prix, les étoiles retentiraient du nom des humains. Les deux soleils de Nouveau Éden s'élevaient lentement au-dessus des vallées luxuriantes, projetant des éclats dorés sur les tours cristallines et les dômes de la colonie. Un bruissement d'activité paisible régnait. Des colons inspectaient les serres hydroponiques, surveillaient les capteurs atmosphériques, échangeaient quelques mots en passant. Au cœur de ce ballet matinal, la docteure Elina Sato, biologiste en chef, observait la lumière du matin à travers la baie vitrée de son laboratoire, ses muscles engourdis s'étirant après une longue nuit d'analyse. Elle ignorait tout de la menace qui grandissait, invisible, dans le vide interstellaire. La porte s'ouvrit brusquement. Marcus Chen, son assistant, fit irruption, le souffle court, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Docteur Sato, il faut que vous voyiez ça », lança-t-il sans préambule. Elina sentit une tension inhabituelle dans la voix de Marcus. Elle le suivit rapidement vers la console centrale, où flottait un hologramme du système. Des points rouges, nombreux et rapprochés, scintillaient à la périphérie de l'écran, formant une traînée menaçante qui s'approchait inexorablement de Nouveau Éden. « Une flotte !» expliqua Marcus, la voix tremblante. Ils n'ont répondu à aucun appel. Leur nombre... Il laissa sa phrase en suspens, mais la suite était claire. Elina fronça les sourcils, rassemblant son sang-froid. « As-tu prévenu la gouverneure ?»« Oui. Conseil d'urgence dans 10 minutes. » Ils sortirent du laboratoire d'un pas rapide, traversant des rues où la sérénité matinale n'avait pas encore été troublée. Des enfants jouaient près des fontaines. Des techniciens ajustaient les panneaux solaires, inconscients du danger imminent. Elina sentit la responsabilité peser sur ses épaules. Protéger ses vies, éviter la panique, agir avant qu'il ne soit trop tard. Ils franchirent les portes du bâtiment administratif, gravirent les escaliers menant à la salle du conseil. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée, tendue. Les dirigeants de la colonie prenaient place autour de la table ovale, jetant des regards anxieux aux écrans de communication. La gouverneure Isabella Rias se leva, projetant une autorité calme, malgré la gravité de la situation. « Une flotte non identifiée approche. Nos défenses sont conçues pour des pirates, pas pour une armada, déclara-t-elle, la voix ferme. Le capitaine Jared Wallace, chef de la sécurité, haussa les épaules, visiblement dépassé. Nous n'avons ni les armes, ni les effectifs. Si cette force est hostile, nous sommes à leur merci. Rayas acquiesça, le visage sombre. J'ai envoyé un signal de détresse à la Terre. Mais même si on répond immédiatement, l'aide mettra des semaines à arriver. Nous devons gagner du temps et protéger la population. Elle se tourna vers Elina, déterminée. Docteur Sato, coordonnez les plans d'évacuation. Utilisez les grottes du Nord. Discrétion absolue. Pas d'alarme, pas de panique. Nous devons faire vite et en silence. Elina acquiesça, le cœur battant. Elle comprenait que chaque minute comptait. Tandis que les officiels s'activaient,
Échangeant des ordres rapides et des consignes précises, Elina attrapa Marcus par le bras. Préviens immédiatement les chefs d'équipe. On commence par les enfants, les familles, ensuite les équipes techniques. Je veux que tout le monde sache où aller, sans laisser paraître l'urgence. Marcus opina, déjà sur sa tablette, à envoyer des messages codés. Dans la salle, la tension montait. Le capitaine Wallace consultait les rapports des satellites. La flotte ennemie avançait sans ralentir, ses vaisseaux massifs masquant les étoiles à mesure qu'ils franchissaient les frontières du système. Une silhouette holographique se matérialisa. La responsable des communications, pâle, la voix hésitante. Toujours aucune réponse à nos transmissions. L'ennemi reste silencieux. Rias croisa le regard d'Elina. Faites ce que vous pouvez. Je veux chaque citoyen prêt à bouger dans l'heure. Capitaine, préparez toutes les issues. Si la flotte ouvre le feu, nous devrons improviser. Les chefs de service quittaient déjà la salle, les visages graves. Un plan d'évacuation se mettait en place, mais personne ne savait combien de temps il leur restait. Dans le ciel, à peine perceptible, de minces traînées bleutées commencèrent à percer la couche nuageuse. Les premiers vaisseaux arconiens entraient en orbite, leur coque noire effaçant la lumière des deux soleils. La colonie entière, quelques instants auparavant baignée de sérénité, sombrait dans une attente fébrile. Au loin, dans les rues, Elina remarqua déjà des murmures, des regards inquiets levés vers le ciel. Les habitants sentaient que quelque chose d'inhabituel se préparait. Elle pressa le pas, remerciant intérieurement l'entraînement d'évacuation qu'ils avaient répété tant de fois, sans jamais croire devoir l'appliquer pour autre chose que des séismes ou des tempêtes. Le centre de commandement affichait maintenant en temps réel l'arrivée des croiseurs ennemis, des monstres d'acier, hérissés de tourelles et d'antennes, formant une nuée oppressante au-dessus de Nouveau-Éden. À l'intérieur des grottes du Nord, quelques groupes avaient déjà commencé à s'organiser sous la direction de Marcus. Elina, rassemblant les familles devant l'entrée camouflée, sentit la peur monter chez les plus jeunes. Elle leur adressa un sourire rassurant, cachant sa propre angoisse. Dans la salle du conseil, Rias recevait les derniers rapports. Les défenses automatiques, dérisoires face à une telle puissance, venaient d'être activées en mode passif. Wallace, les yeux rivés sur les écrans, murmura « S'ils décident d'attaquer, nous ne tiendrons pas une heure. » Rias resta impassible. L'essentiel, c'est de sauver des vies. Gagner du temps, coûte que coûte. Dans l'espace, la flotte zarkonienne refermait son étreinte sur la planète. Les lumières des vaisseaux dessinaient des constellations inconnues, annonciatrices d'un avenir incertain. Tandis que les derniers groupes disparaissaient dans les grottes, la colonie retenait son souffle. Car, dans l'ombre de l'invasion, la survie de Nouveau-Éden dépendait désormais d'une poignée de décisions et du courage silencieux de ceux qui refusaient de céder à la panique. Et à chaque seconde qui s'écoulait, la frontière entre l'espoir et la ruine devenait plus ténue, comme un fil prêt à se rompre. L'armada zarkonienne s'approchait, une nuée d'acier et de lumière, glissant dans l'ombre de la haute atmosphère de Nouveau-Éden. Les vaisseaux, alignés avec une précision implacable, formaient une arche de destruction au-dessus de la planète. À bord du vaisseau amiral, l'éternelle conquête, l'empereur Zaran contemplait la sphère verte et bleue qui s'étalait sous lui, son regard perçant traquant les minuscules éclats des défenses humaines. Des défenses aussi primitives, murmura-t-il. Un rictus déformant ses mandibules. Cela sera facile. À ses côtés, la générale Vexera, silhouette anguleuse couverte d'écailles de titane, observait les écrans tactiques où clignotaient les signaux d'alerte. « Il se mobilise, mon empereur », annonça-t-elle. Les signaux énergétiques se multiplient autour des points stratégiques. Zaran écarta l'information d'un mouvement méprisant. « Préparez les troupes d'assaut. Montrez-leur la puissance des Arconiens. » Dans l'espace, des hangars colossaux s'ouvrirent sur le flanc des croiseurs. Des navettes d'invasion s'éjectèrent, fondant vers la surface en essaim ordonné. Le ciel de Nouveau-Éden, un instant serein, devint une fournaise de propulsion et de lumière.
Au centre de commandement de la défense planétaire, le capitaine Jared Wallace arpentait la salle, le visage tendu. Devant lui, une poignée d'opérateurs, civils et militaires confondus, coordonnaient la riposte. Les écrans affichaient la progression des troupes ennemies, la trajectoire des chasseurs, la montée en puissance des canons au sol. Wallace s'approcha du micro de transmission générale, sa voix résonnant dans tous les communicateurs de la colonie. « Ici le capitaine Wallace, nous tenons la ligne. Pour Nouveau Éden, dans les hangars, une douzaine de chasseurs s'élançaient. Pilotes improvisés, mécaniciens, fermiers, ingénieurs, tous endossaient l'uniforme, certains pour la première fois. À la surface, des batteries de canons automatiques pivotaient vers le ciel, leurs barillet frémissant d'anticipation. Le premier contact fut brutal. Des salves d'énergie zébrèrent la haute atmosphère, frappant de plein fouet les navettes ennemies. L'une explosa dans une gerbe de feu, dispersant des débris incandescents. Mais pour chaque vaisseau abattu, 3 autres perçaient les défenses, larguant des modules blindés et des escouades arconiennes. Le sol tremblait sous les impacts. Dans les rues, la population civile s'armait. Certains prenaient une position derrière des barricades de fortune. D'autres aidaient les enfants à fuir vers le nord, vers les grottes dissimulées sous la canopée. Les sirènes hurlaient, couvrant à peine le grondement des explosions. À l'entrée de la principale cavité, Elina Sato dirigeait les opérations d'évacuation. Elle guidait les familles, rassurait les plus jeunes, aidait à transporter les blessés. Des pleurs, des cris, des ordres se mêlaient dans le chaos. Marcus Chen surgit à ses côtés, haletant. À quel point la situation est-elle grave? Elina jeta un regard vers la vallée, où les lueurs des tirs illuminaient les nuages. « C'est mauvais », souffla-t-elle. « Nos défenses ne font que les ralentir. Ils avancent partout, trop vite. » Un grondement sourd secoua la terre. Au loin, une colonne de fumée noire monta, puis une lumière bleutée jaillit, suivie d'un choc assourdissant. Marcus fixa l'horizon, blême. C'était l'un des processeurs atmosphériques. Elina sentit son cœur se serrer. Elle comprit aussitôt la voix tremblante d'une lucidité glaçante. Ils visent les infrastructures. Ils ne veulent pas seulement nous vaincre. Ils rendent la planète inhabitable. Un instant, tout sembla suspendu. Les regards effrayés des réfugiés se tournaient vers elle, cherchant un signe d'espoir. Autour, les secousses continuaient. Chaque explosion sapait un peu plus la fragile stabilité de Nouveau Éden. Dans l'espace, sur l'éternelle conquête, Zaran suivait la progression des troupes avec satisfaction. Des icônes rouges clignotaient sur les cartes. Centrales détruites, réservoirs en feu, générateurs en ruine. Vexera s'inclina. Les humains résistent, mais leur technologie ne rivalise pas. Les pertes sont dans les marges prévues. Continuez, ordonna Zaran. Pas de quartier. Nous voulons la soumission, pas la négociation. Des escadrons arconiens, bardés d'armures noires, déferlaient sur la colonie. Leur avancée méthodique écrasait toute opposition. Les défenseurs humains tombaient un à un, mais certains, animés d'une rage farouche, parvenaient à repousser l'ennemi, ne serait-ce que quelques minutes. Dans le centre de commandement, Wallace, les poings crispés, observait les derniers points verts disparaître de la carte. Ici Wallace à tous les postes. Retraite vers le secteur nord. Protégez les civils en priorité. Des messages de détresse crépitaient sur les ondes. Les équipes médicales improvisaient des infirmeries dans les tunnels. Elina, aidée de Marcus, vérifiait les listes, tentant de garder trace de chaque famille. Parfois, elle reconnaissait un nom rayé, un ami, un collègue, disparu dans la tourmente. À l'extérieur, l'air devenait irrespirable. La destruction des processeurs libérait des gaz toxiques, assombrissait le ciel. Les arbres des vallées brûlaient, les cours d'eau se teintaient de cendres. « Nous devons accélérer », lança Elina. Les conditions vont empirer à chaque minute. Marcus acquiesça, entraînant un groupe d'enfants dans la galerie. Derrière eux, des explosions secouaient la montagne. Les Arconiens, implacables, poursuivaient leur avancée. Sur les hauteurs,
Wallace fit halte derrière un muret de béton, ralliant les derniers défenseurs. Il croisa le regard d'une ingénieure, le visage barbouillé de suie. « On ne pourra pas tenir longtemps, » murmura-t-elle. Wallace serra les dents. « Alors, on tiendra jusqu'au bout, pour ceux qui fuient, pour la planète. » Un grondement fit vibrer le sol. Une nouvelle salve d'artillerie s'abattit sur la centrale énergétique. Des débris enflammés pleuvaient, forçant les survivants à se replier. Dans la grotte, l'air était saturé de peur et de résignation. Elina s'agenouilla auprès d'une fillette en larmes, lui tendant une gourde d'eau. « Ça va aller, on est ensemble, d'accord? On va tenir. » Mais derrière son sourire, Elina savait que le temps jouait contre eux. Dehors, la colonie s'effondrait, et les Arconiens poursuivaient leur œuvre de destruction méthodique. À bord de l'éternelle conquête, Zaran contemplait le spectacle, satisfait. « Quand ils sortiront, ils ne trouveront plus rien à protéger, » déclara-t-il, son ton résonnant de cruauté. Vexera consulta les rapports. Les principaux centres sont neutralisés. Les processeurs atmosphériques sont hors service sur plus de la moitié du continent. Zaran hocha lentement la tête. Parfait. Que la peur s'enracine. Ils apprendront que la résistance ne mène qu'à la ruine. Dans les profondeurs de la grotte, Elina entendit un nouveau grondement. L'entrée venait de s'effondrer sous l'impact d'un obus. Les réfugiés se serrèrent, terrifiés. Marcus se précipita à ses côtés. « On est coincés, Elina. Ils nous tractent jusque sous terre. » Elle leva les yeux, le visage déterminé. « Alors, il va falloir trouver une autre issue. On ne peut pas s'arrêter ici. » Au dehors, la nuit tombait sur une planète assiégée, tandis que l'air, lourd de cendres et de promesses brisées, laissait présager que la bataille pour Nouveau Éden ne faisait que commencer. Mais dans l'ombre, un souffle d'espoir, fragile et insoumis, persistait encore. Dans le ciel ténébreux au-dessus de Nouveau Éden, l'intercepteur du capitaine Wallace se cabrait, vrillant dans un balai de mort et de flammes. Le cockpit vibrait, secoué par la fureur des tirs ennemis. Des éclairs pourpres lacéraient l'obscurité, arrachant des pendelles, désintégrant les rêves des pilotes humains. Wallace serrait les dents, les mains crispées sur les commandes. Autour de lui, la moitié de son escadron n'était plus qu'un souvenir. Des signaux éteints sur son radar, des voix qui s'étaient tues. Un zarconien lourd, silhouette massive et menaçante, perça la couche nuageuse, larguant ses troupes et ses blindés vers la surface. Wallace fixa la cible, repoussant la peur au plus profond de son âme. Il savait ce qu'il devait faire. Il murmura presque pour lui-même, pour Nouveau Éden. D'un geste décidé, il enclencha la poussée maximale. L'intercepteur fendit les lignes ennemies, esquiva une volée de projectiles, puis fonça droit sur le transporteur d'assaut. Le choc fut titanesque. Un éclair aveuglant déchira le ciel, projetant des débris dans toutes les directions. L'onde de choc secoua les vaisseaux alentours. Wallace disparut dans la lumière, son sacrifice offrant un court répit aux défenseurs au sol. Sur la surface, la bataille tournait à l'agonie. Les miliciens, fermiers, techniciens, scientifiques, tous arrachés à leur quotidien, luttaient avec un courage désespéré. Leurs tirs ricochaient sur les armures arconiennes. Les rues étaient devenues des champs de ruines. Des barricades improvisées s'effondraient sous la pression des exosquelettes ennemis. Les cris, les détonations, les appels à l'aide se mêlaient dans la fournaise. Dans un bunker enterré sous ce chaos, la gouverneure Isabella Rayas écoutait les rapports défiler, la mâchoire serrée. Les écrans devant elle clignotaient de rouge. Secteurs perdus, défenses anéanties, blessés innombrables. Un aide, livide, s'approcha. « Gouverneur, nous avons perdu le cadran sud. Les aliens sont partout. La résistance s'effondre. » Rias ferma les yeux un instant, puis releva la tête, la voix claire et déterminée. « Diffusez cet ordre. Toutes les forces se replient vers les points d'évacuation. Sauvez des vies, avant tout. » L'aide acquiesça, transcrivant l'ordre sur les ondes. Dans toute la ville, les survivants reçurent le message. Abandonnez les positions, ralliez les grottes, préservez ce qu'il restait de la colonie. La cité flambait. Les flammes dévoraient les tours, transformant les avenues,
en rivière de braise. Des colonnes de Zarconiens marchaient à travers les incendies, méthodiques et implacables, leurs armures miroitant dans la fournaise. Les rares défenseurs tombaient sous les tirs, ou étaient forcés de reculer, traînant blessés et enfants derrière eux. Dans l'obscurité des grottes, Tor Elina Sato soignait les blessés. Son visage était marqué par la fatigue, mais sa détermination ne faiblissait pas. Elle nettoyait une plaie, posait une main rassurante sur l'épaule d'un adolescent terrorisé, encourageait les volontaires à continuer d'apporter de l'eau, des couvertures, des mots d'espoir. Entre deux gestes, elle s'arrêta, le regard perdu dans le vide. « Est-ce que la terre arrivera à temps ?» murmura-t-elle, pour elle seule. Que restera-t-il à sauver? Personne n'osa répondre. Le silence pesait, entrecoupé seulement par le grondement lointain des combats et les pleurs étouffés des enfants. Dans l'ombre, chaque battement de cœur semblait compter double. Au-dessus de la planète, dans la salle de commandement du vaisseau amiral, l'empereur Zaran observait les moniteurs, satisfait. Les images montraient la ville en flammes, les humains fuyant, les Arconiens érigeant leurs étendards sur les ruines. Leur résistance, est-ce inattendue, admit-il d'une voix grave, teintée d'un amusement glacial. Mais qu'importe, Nouveau Éden est à nous. À ses côtés, la générale Vexera fit défiler les statistiques. Pertes humaines, infrastructures détruites, taux de progression des troupes. Zaran savourait chaque détail, persuadé que la victoire était désormais inéluctable. Sur la surface, l'espoir s'amenuisait. Les signaux de détresse s'éteignaient, l'un après l'autre. Les derniers groupes de civils s'engouffraient dans les souterrains, emportant avec eux les souvenirs d'un monde qui, quelques heures plus tôt, croyait encore en l'avenir. Dans la grotte, Elina sentit la lassitude l'envahir. Mais elle refusa de céder. Elle essuya ses mains, jeta un dernier regard vers la sortie éboulée, puis reprit son travail auprès d'un vieillard blessé. Autour d'elle, les survivants se serraient, déterminés à tenir coûte que coûte. Dehors, la bataille pour Nouveau Éden touchait à sa fin. Mais dans les ténèbres, au cœur de la défaite, subsistait une étincelle. La conviction que même si tout semblait perdu, chaque vie arrachée à la destruction valait encore la peine d'être défendue. Et quelque part dans la nuit, alors que les étoiles semblaient plus lointaines que jamais, le destin de la colonie, et peut-être de toute l'humanité, restait suspendu, fragile, entre la peur et l'espoir. La salle de crise de la Terre unie vibrait d'une tension glacée, chaque surface saturée de données, chaque visage tendu, chaque respiration suspendue. Il était nuit sur le continent principal. Dehors, les cités étaient calmes, mais ici, les hologrammes projetaient des images de chaos à des années-lumière. Les représentants des grandes nations, des corporations et des alliances orbitales s'alignaient autour de la table ovale. Sur les écrans, la transmission d'urgence de Nouveau Éden venait d'arriver. Des visages épuisés, des appels à l'aide, les ruines d'une colonie autrefois prospère. Au centre, le président Adama Nkrumah, silhouette robuste, se leva, dominant la salle. Sa voix coupa le silence d'un ton grave. Nouveau Éden est attaqué par une force alien inconnue, l'Empire Zarconien. Nous sommes en guerre. Un murmure parcourut l'assemblée. Sur les hologrammes défilaient des cartes stellaires, des schémas de vaisseaux ennemis, des projections de pertes. Les conseillers échangeaient des regards lourds, conscients que le destin de la colonie, et peut-être de la Terre, se jouait maintenant. L'amiral Elina Jiao, en uniforme sombre, consulta ces données. Leur technologie est supérieure, leurs effectifs écrasants. Les première et troisième flottes sont en cours de mobilisation. Arrivée prévue dans 3 semaines, si tout se passe bien. Nkrumah se tourna vers la droite, où s'affichait le schéma d'un réseau défensif orbitant une étoile lointaine. Plateforme de défense Arcturus. Où en est-on? Le docteur Hiroshi Tanaka, scientifique en chef du projet, se pencha en avant. Ses traits trahissaient la fatigue. Toujours en phase de test, Monsieur le Président. Le déploiement reste risqué,
mais cela pourrait être notre seule chance de contrer une force de cette ampleur. Le général Hernandez, large d'épaules, tapa du poing sur la table. Si nous perdons Nouveau-Éden, la Terre sera la prochaine cible. Nous devons exploiter la moindre opportunité. Krumah acquiesça, le regard durci par la détermination. Vous avez une semaine pour rendre Arcturus opérationnel au combat. Amiral Gio, chaque vaisseau disponible doit être prêt à partir. Hernandez, je veux toutes les troupes terrestres sur le pied de guerre. Des aides prenaient des notes, transmettaient les ordres sur des réseaux cryptés. Un bruissement d'activité parcourut la salle. La guerre venait de s'inviter chez eux, et l'heure n'était plus à la négociation. Partout sur la planète, l'effervescence gagna les bases spatiales, les chantiers navals, les universités. Les docks de Tycho City résonnaient sous le fracas des structures métalliques. Les ouvriers travaillaient sans relâche, assemblant les coques des croiseurs, intégrant les nouveaux modules de boucliers. Dans les laboratoires, les chercheurs enchaînaient l'écart, peaufinant les algorithmes de communication quantique et les champs déflecteurs. Les centres de recrutement affichaient complets, jeunes volontaires, vétérans, ingénieurs, tous prêts à défendre ce qui restait de l'humanité. Au centre de commandement, Krumah suivait l'avancée des préparatifs sur les écrans. La flotte croissait, des centaines de capsules d'embarquement affluaient vers les vaisseaux mères. Mais la peur était palpable. Les Arconiens n'étaient pas un ennemi ordinaire. Ils n'avaient montré ni pitié, ni volonté de dialogue. Dans une salle attenante, la docteure Yuki Watanabe, génie des communications, travaillait devant une matrice cristalline. « Nous avons réussi », annonça-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Intrication quantique stabilisée. Nous pouvons envoyer un message à Nouveau-Éden. Ce ne sera que du texte, mais c'est déjà ça. » Krumah s'approcha, l'air grave. « Préparez-vous à transmettre. » Elle hocha la tête, ajusta les paramètres. L'interface afficha une ligne lumineuse, prête à recevoir le message. Krumah prit une inspiration profonde, puis dicta d'une voix ferme. « Peuple de Nouveau-Éden, la Terre est à vos côtés. Les secours sont en route. Tenez bon. » Watanabe envoya le signal. Sur l'écran, l'impulsion quantique filait à travers l'espace, franchissant instantanément la distance qui séparait les deux mondes. Dans la salle de crise, un silence solennel s'installa. Tous savaient que ce simple message, quelques mots, pouvait faire la différence entre l'espoir et la capitulation. Le général Hernandez reprit la parole, rassemblant les chefs d'état-major. « Nous devons maximiser notre supériorité technologique, dit-il. Les Arconiens n'ont pas encore vu ce dont nous sommes capables. Si nous coordonnons nos frappes, exploitant la moindre faiblesse, nous pourrons tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. » L'amiral Jiao acquiesça. « J'ai déjà redéployé les unités d'intervention rapide. Les croiseurs d'Arcturus seront les premiers à franchir la frontière de l'hyperespace. Il nous faudra aussi des éclaireurs pour anticiper tout changement tactique de l'ennemi. » Dans les laboratoires, le docteur Tanaka dirigeait son équipe, les yeux rivés sur la plateforme Arcturus. Les modules de bouclier gravitationnel étaient encore instables, mais il n'y avait plus de temps pour les hésitations. Des ingénieurs en combinaison pressurisée s'affairaient dans le vide, soudant les dernières pièces, testant les protocoles d'autodéfense. À l'autre bout de la planète, les chaînes de production tournaient à plein régime. Des camions autonomes transportaient des containers de munitions vers les bases spatiales. Les usines d'androïdes assemblaient des bataillons de soldats synthétiques. Des millions de citoyens suivaient les bulletins d'information, les regards hantés par la peur de perdre un autre monde. Dans une salle d'entraînement, des troupes terrestres s'alignaient devant le général Hernandez. « Vous ne vous battez pas seulement pour Nouveau-Éden, ni même pour la Terre, » lança-t-il d'une voix puissante. « Vous vous battez pour l'avenir de toute l'humanité. » Des applaudissements sobres lui répondirent, mêlés à la tension nerveuse de ceux qui savaient qu'il partait vers l'inconnu. Krumah, de retour dans la salle de situation, suivait les transmissions. Les analystes rapportaient les dernières données. Les Arconiens fortifiaient leur emprise sur Nouveau-Éden, mais l'offensive semblait ralentir. Peut-être étaient-ils surpris par la ténacité de la résistance humaine. L'amiral Jiao montra un schéma tactique.
Les Arconiens contrôlent la majeure partie de la surface, mais il reste des poches de résistance. Si nous synchronisons notre arrivée avec une offensive interne, nous pourrions les prendre en tenaille. Le président acquiesça. Faites-le. Coordonnez avec les groupes clandestins sur place. Tout ce qui peut retarder l'ennemi nous est précieux. Au même moment, Watanabe réceptionnait un accusé de réception faible, une pulsation presque imperceptible, mais qui signifiait que le message était passé. Un souffle d'espoir, fragile mais vital, parcourut la salle. Les heures défilènent, rythmées par les ordres, les rapports, les préparatifs frénétiques. Sur la grande carte murale, les symboles de la flotte terrienne se multipliaient. Mais le compte à rebours, implacable, rappelait à tous que Nouveau Éden ne tiendrait pas 3 semaines sans aide concrète. Dans une salle obscure, Kruma rejoignit Tanaka et Watanabe. « Quelles sont nos chances, honnêtement » demanda-t-il, la voix basse. Tanaka haussa les épaules, épuisé. « Si Arcturus fonctionne, nous pourrions égaliser les forces. Sinon, il faudra improviser. » Watanabe ajouta, plus doucement, « Les humains sont imprévisibles. Peut-être que ça jouera en notre faveur. » Le président esquissa un sourire bref, puis retourna à la table de commandement. « Continuez, dit-il. Nous n'avons pas le droit à l'échec. » Dans la nuit, la Terre unie s'éveilla à la guerre. Les chantiers navals rugissaient. Les laboratoires bourdonnaient. Les centres de commandement traçaient déjà les trajectoires vers les étoiles. L'espoir d'un monde, suspendu à un fil quantique, s'accrochait à la promesse d'un secours et à la volonté farouche de ne jamais plier. Sur l'interface de communication, le message présidentiel s'affichait, limpide, prêt à traverser les ténébreuses. Peuple de Nouveau Éden, la terre est à vos côtés. Les secours sont en route, tenez bon. Et dans la salle silencieuse, chaque leader, chaque scientifique, chaque soldat sentit le poids de ces mots. La prochaine décision, le prochain combat, pourraient bien tout changer. Dans les docks orbitaux de Mars, le chantier spatial bourdonnait comme une ruche galvanisée par l'urgence. Le nouvel appareil amiral de la flotte humaine, l'Indomptable, trônait au centre du chantier, silhouette effilée, bardée de coques composites et de tourelles d'un genre inédit. Les ouvriers, en combinaison orange, achevaient les derniers branchements sous les projecteurs artificiels. Au cœur du vaisseau, la capitaine Aisha Okono parcourait la passerelle, chaque pas résonnant sur les dalles de métal poli. À ses côtés, le commandant en second, Jack O'Neill, vérifiait les diagnostics, un datapad à la main. « Transmettez le signal à la flotte !» ordonna Okono. « Départ dans 30 minutes. » O'Neill s'exécuta aussitôt, relayant l'ordre via le réseau quantique. Sur les écrans, les croiseurs et destroyers de classe défiante s'alignaient peu à peu autour de l'Indomptable, leurs moteurs d'antimatière vibrant d'impatience. Chaque navire embarquait les avancées technologiques les plus récentes. Canons à fusion, générateurs de boucliers à modulation adaptative, IA tactique capable d'anticiper les stratégies ennemies. Dans une section sécurisée, une équipe de scientifiques surveillait l'intégration du tout nouveau canon à antimatière, une merveille d'ingénierie dont la moindre défaillance pouvait signifier la destruction du vaisseau lui-même. Les techniciens effectuaient les derniers contrôles, la tension lisible sur leur visage. À des millions de kilomètres de là, sur la plateforme défensive Arcturus, le docteur Tanaka et son équipe se démêlaient avec les algorithmes de gestion d'énergie. Les modules de boucliers géants pulsaient, projetant des ondes gravitationnelles sur toute la station. « Il nous faut 100% de puissance », insista Tanaka, la voix tranchante. « Des vies en dépendent. » Encore un effort. Des alarmes retentirent, puis s'apaisèrent. Les ingénieurs s'échangeaient des regards inquiets. Ils savaient que la moindre erreur, la moindre hésitation, condamnerait non seulement Arcturus, mais toute la flotte humaine en approche. Sur Terre, le président Kruma s'adressa au monde depuis la salle de crise. Sa voix grave, amplifiée par les holotransmetteurs, résonna jusque dans les colonies lunaires. « Nous affrontons une menace sans précédent, mais nous ne faiblirons pas. Nous montrerons à la galaxie de quoi les humains sont capables. Dans les villes,
Les habitants se rassemblèrent devant les écrans, muets d'angoisse et d'espoir. Les familles de soldats suivaient la progression de la flotte, priant pour le salut de Nouveau-Éden et la survie de l'espèce. À bord de l'Indomptable, la tension montait. Les officiers couraient entre les consoles, lançant les diagnostics finaux. Okono observa la passerelle, gravant dans sa mémoire chaque visage, chaque silence. Un crépitement soudain traversa le réseau de communication. Une transmission, presque illisible, surgit des profondeurs de l'espace. La voix d'un survivant de Nouveau-Éden, distordu, angoissé. « Terre, entendez-nous, Zarkoniens trop forts, colonie tombée, survivants dans les grottes du Nord. Vite, s'il vous plaît. » Le message se termina dans un souffle, laissant la passerelle dans un silence pesant. O'Neill échangea un regard sombre avec la capitaine. L'amiral Jiao apparut en hologramme depuis le pont du vaisseau amiral de la flotte. Sa voix, ferme, brisa la torpeur. « Tous les vaisseaux, préparez-vous à partir immédiatement. » Okono se redressa, le regard fixé sur la carte stellaire. Poste de pilotage, cap sur Nouveau-Éden, vitesse maximale. Les moteurs d'antimatière rugirent, l'énergie affluant dans les conduits. Les vaisseaux s'alignèrent, dessinant une formation d'assaut. Au signal de l'amiral, la flotte disparut, happée par les couloirs de l'hyperespace, ne laissant derrière elle qu'une traînée de lumière bleutée. Au sein de l'Indomptable, dans une section scellée, le docteur Hassan supervisait une équipe médicale autour d'un caisson cryogénique. À l'intérieur, un dispositif biotechnologique d'un genre jamais utilisé, une arme biologique, conçue comme dernier recours contre les Zarkoniens. Les regards des chercheurs étaient graves, conscients du pouvoir qu'ils tenaient entre leurs mains. Hassan murmura sans quitter le caisson des yeux. « Si les armes conventionnelles échouent, ceci pourrait être notre ultime espoir. » La capitaine Okono, venue en personne vérifier l'état du module, hocha lentement la tête. « Gardez-le prêt. Mais qu'il ne soit activé qu'en dernier recours, sur mon ordre direct. » Hassan acquiesça, refermant la sécurité biométrique sur la mallette de commande. Dans les entrailles du vaisseau, les soldats terminaient leurs préparatifs, ajustant armure et armes, relisant les ordres de mission. Les visages étaient tendus mais déterminés. Chacun connaissait le prix de l'échec. Dans la salle de commandement, O'Neill surveillait les trajectoires des autres vaisseaux, orchestrant le passage dans l'hyperespace. À mesure que la flotte filait vers son destin, les pensées d'Okono s'attardaient sur le message des survivants. Des hommes, des femmes, des enfants, repliés dans des cavernes, attendant un salut qui se faisait attendre. Elle inspira profondément, refoulant la peur et la rage, puis retourna sur la passerelle. « Tout système ?» demanda-t-elle. « Prêt, capitaine ?» répondit O'Neill. « Armes, boucliers, IA tactique. Tout est nominal. » La capitaine jeta un dernier regard vers la planète rouge, puis vers l'obscurité profonde de l'espace. Que chaque membre d'équipage sache ce qui est en jeu. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Un silence solennel s'abattit, alors que l'Indomptable menait la flotte humaine vers l'inconnu. Au loin, la lumière de Mars s'éteignait, remplacée par l'étreinte glacée de l'hyperespace. Dans la salle de confinement, l'arme biologique dormait encore, mais son ombre planait sur la mission, promesse d'un dernier pari, si tout le reste venait à échouer. Et pendant que les vaisseaux s'engouffraient dans les ténèbres, entre les étoiles, nul ne pouvait dire ce qu'il trouverait à l'arrivée. Pourtant, dans le cœur de chacun, une lueur persistait, celle de l'espoir, et d'une humanité décidée à ne pas disparaître sans livrer le combat ultime. Au fond des grottes du nord de Nouveau-Éden, la nuit était percée seulement par la lueur blafarde des lampes portatives. Le docteur Elina Sato, silhouette amaigrie, répartissait les maigres rations de nourriture avec Marcus Chen. Leurs traits tirés, leurs gestes lents, trahissaient des jours sans sommeil et la faim omniprésente. Autour d'eux, des groupes de survivants murmuraient, tentant de réconforter les enfants et de panser les blessures, quand soudain, 2 éclaireurs déboulèrent dans la cavité.
Venez vite, allaita le premier. Il faut voir ça. Sato échangea un regard avec Marcus, puis se leva péniblement. Ils suivirent les scouts à travers un boyau étroit jusqu'à une brèche naturelle donnant sur la vallée. Là, le ciel nocturne s'embrasait de traînées de feu et de flashs aveuglants. Au loin, des grondements sourds faisaient vibrer la roche. Une bataille spatiale, titanesque, illuminait l'horizon. « Regardez !» souffla Marcus, incrédule. « La Terre, ils sont là. » Dans l'orbite de Nouveau-Éden, la flotte de défense terrienne venait d'entrer dans la mêlée. L'indomptable vaisseau amiral ouvrait la marche. Des salves d'énergie bleue fendaient de les ténèbres, frappant les cuirasses arconiennes, déchirant les boucliers ennemis avec une violence inédite. Les vaisseaux terriens, armés des dernières innovations, manœuvraient avec une agilité déconcertante, esquivant les tirs, frappant là où on les attendait le moins. Sur la passerelle de l'Indomptable, la capitaine Okono scrutait les hologrammes tactiques. Concentrer le feu sur leur vaisseau amiral. Tous les vaisseaux exécutaient la manœuvre Oméga 3. À cet ordre, la flotte humaine se dispersa en spirale, déjouant les calculateurs arconiens. Les tirs de l'ennemi ricochaient sur le vide, frappant le néant, tandis que les batteries terriennes trouaient les lignes adverses. Plusieurs croiseurs arconiens explosèrent, projetant des débris incandescents dans l'atmosphère. Au sol, galvanisés par le spectacle, Sato et Marcus rassemblèrent une équipe de volontaires. L'espoir, fragile, retrouvait un souffle. Ils savaient qu'il fallait frapper maintenant, profiter de la confusion pour frapper le cœur ennemi. Munis de combinaisons de camouflage et d'équipements de piratage, ils se glissèrent hors des grottes, rampant à travers les ruines et la fumée jusqu'au périmètre du centre de commandement arconien. Leur infiltration fut tendue. Des patrouilles passaient à intervalles réguliers, les projecteurs fouillant la nuit. Sato, le souffle court, guida le groupe jusqu'à une trappe de maintenance. Marcus neutralisa la serrure électronique et tous s'engouffrèrent dans la pénombre des couloirs métalliques. À l'intérieur, des voix étranges résonnaient, gutturales, inhumaines. Leur objectif était la salle de communication centrale. Marcus pirata le terminal, les doigts tremblants. Les données affluèrent sur son écran. Plan, rapport de bataille, messages codés. Sato parcourut les dossiers, son visage se décomposant au fil des lignes. « Il y a une deuxième vague de vaisseaux arconiens, chuchota-t-elle. Une armada entière arrive en renfort. Si on ne transmet pas ces infos, tout est perdu. » Ils commencèrent le transfert vers la résistance locale. Mais soudain, une porte s'ouvrit violemment. Un guerrier arconien immense, armé d'une lance énergétique, bloquait la sortie. Ses yeux composites étincelaient de rage. « Reculez !» cria Marcus, tentant de s'interposer. Le Zarconien avança, la lance sifflant dans l'air. Sato chercha fébrilement son pistolet à impulsion, mais le monstre fondit sur eux. Dans l'espace, la bataille atteignait un paroxysme de violence. Les Arconiens, pris de court par la tactique humaine, ripostaient avec férocité. Des vaisseaux terriens étaient pulvérisés. Des escadrons entiers effacés en quelques secondes. Un tiers de la flotte humaine fut anéanti en moins d'une heure. Des cris, des alarmes, des signaux de détresse fusaient dans le vide. Sur la passerelle de l'Indomptable, les capteurs détectèrent soudain une anomalie, une signature de masse colossale à la limite du système. « Capitaine !» s'écria O'Neill. « On capte la deuxième vague zarconienne. Des centaines de signatures, toutes en approche rapide. » Okono sentit la pression sur ses épaules s'alourdir. « Envoyez un signal à la plateforme Arcturus. Nous avons besoin de cette arme maintenant. » L'ordre fut transmis en urgence, traversant l'espace via le réseau quantique. Dans le cœur d'Arcturus, les ingénieurs intensifièrent les préparatifs, les mains tremblantes sur les consoles. Un compte à rebours s'enclencha, le destin de Nouveau-Éden, et peut-être de toute l'humanité, suspendu à l'activation d'une technologie jamais testée en combat réel. À bord de l'Indomptable, Okono observa les étoiles en silence, consciente que la prochaine décision pourrait sceller le sort de deux civilisations.
Et de quelque part sous la surface ravagée de la planète, Sato et Marcus luttaient pour survivre, porteurs de l'unique chance de victoire pour leur espèce. Au cœur de la plateforme défensive Arcturus, l'atmosphère vibrait d'une tension électrique. Des alarmes discrètes pulsaient le long des parois, accompagnant le bourdonnement des réacteurs massifs. Le docteur Tanaka et son équipe scrutaient les écrans, les doigts dansant sur les interfaces tactiles. Chaque fibre de la station semblait prête à exploser sous la puissance accumulée. Un assistant, la voix tremblante, annonça « 97% de puissance, ciblage en ligne ». Tanaka hocha la tête, le regard fixé sur la projection de la flotte zarkonienne. Une mer de vaisseaux ennemis se massait devant la planète, formant un mur d'acier et de feu. « Lancez la séquence de tir », ordonna-t-il, résolu. Un silence tendu s'installa, puis la plateforme s'illumina. Un rayon d'énergie d'une intensité inouïe jaillit du canon principal, traversant le vide spatial comme une lame de lumière pure. Le faisceau frappa le centre de la flotte zarkonienne, désintégrant vaisseaux-mères, frégates et croiseurs dans une tempête d'explosions titanesques. Près de la moitié de l'armada ennemie fut réduite à des débris incandescents en quelques secondes. Dans le poste de commandement du vaisseau amiral humain, l'amiral Jiao, stupéfaite, laissa éclater sa voix. « Arcturus est opérationnel. À toutes les unités, intensifiez l'attaque. » Dans l'espace, la flotte terrienne reprenait l'avantage. Les vaisseaux s'engouffraient dans les brèches, pourchassant les Arconiens désorientés, utilisant le champ de débris comme couverture. Au sol, dans le centre de commandement zarkonien, la secousse du tir d'Arcturus fit trembler les murs. Des consoles explosèrent, des alarmes hurlèrent. Sato et Marcus profitèrent de la confusion. Ils désarmèrent leur geôlier dans un mouvement coordonné, Marcus arrachant la lance énergétique, Elina frappant le zarkonien avec le premier objet à portée. Ils forcèrent l'accès à la salle des communications, ignorant les éclats de voix paniquées autour d'eux. « Dépêche-toi » cria Marcus, piratant le terminal. Sato transmit le message d'alerte à la flotte humaine. Une seconde vague d'invasion était sur le point d'arriver. Les données cryptées s'élancèrent à travers le réseau, atteignant l'Indomptable en orbite. Sur la passerelle, la capitaine Okono reçut l'avertissement, son visage se durcissant. « À tous les vaisseaux, regroupez-vous dans le champ de débris. Quand les renforts arriveront, utilisez les décombres comme camouflage. » Les équipages obéirent sans hésiter, guidant les vaisseaux dans les ombres mouvantes des épaves, moteurs coupés, armes prêtes. L'espace se contracta soudain, et la deuxième vague zarkonienne tomba hors de l'hyperespace, droit dans le chaos. Les nouveaux vaisseaux ennemis émergèrent au milieu d'une pluie de débris et de tirs croisés. Les navires terriens sortirent de leurs cachettes, frappant à bout portant. Arcturus ouvrit le feu une seconde fois, son rayon balayant l'avant-garde ennemie, transformant les croiseurs en nuages de plasma. Dans le vaisseau amiral zarkonien, l'empereur Zaran contemplait, incrédule, la débâcle de ses forces. Ses griffes serraient les accoudoirs, son visage déformé par la rage. « Impossible » murmura-t-il, la voix sifflante. « Repli général. À toutes les unités, battez en retraite. » Les vaisseaux zarkoniens, démoralisés, entamèrent une manœuvre de fuite désordonnée. Beaucoup furent encore détruits, en tentant de fuir, les survivants s'évanouissant dans le vide, abandonnant la planète aux humains. Un rugissement de joie éclata à travers la flotte terrienne. Sur chaque vaisseau, dans chaque salle de commande, les équipages se levaient, s'embrassaient, laissaient couler des larmes de soulagement. Les communications grésillaient de cris de victoire. Sur Nouveau Éden, la secousse de la bataille laissa place à un silence irréel. Les survivants, hagards, sortirent des grottes et des ruines, vacillant à la lumière de l'aube. Beaucoup tombèrent à genoux, pleurant, riant, certains criant le nom de proches disparus, d'autres remerciant le ciel. Les premières navettes terriennes atterrirent au milieu des champs calcinés. Des équipes médicales se précipitèrent vers les groupes de survivants,
distribuant eau, vivres et couverture. Elina Sato, éreintée, serra Marcus dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. « On l'a fait », souffla-t-elle, submergée par l'émotion. On leur a montré de quoi sont faits les humains. L'aube se leva sur Nouveau Éden, baignant la colonie brisée d'une lumière nouvelle. Entre les décombres, l'espoir renaissait, fragile, mais indestructible. Des semaines avaient passé sur Nouveau Éden. Sous un ciel redevenu paisible, les vaisseaux terriens veillaient sur le système, patrouillant en orbite, tandis que la surface bourdonnait d'activités nouvelles. Partout, les cicatrices de la guerre cédaient la place à une renaissance acharnée. Ingénieurs et colons travaillaient côte à côte, relevant les structures brisées, élevant des dômes provisoires, restaurant les serres hydroponiques. À l'écart, des équipes de scientifiques s'affairaient autour d'épaves zarconiennes, démontant les artefacts, décryptant les secrets d'une technologie qui, déjà, propulsait l'humanité vers de nouveaux sommets. Au centre d'un campement de fortune transformé en centre de commandement, un hologramme du président Krumah apparut, rayonnant d'autorité malgré la fatigue visible sur ses traits. Sa voix résonna dans la tente, où s'étaient rassemblés civils et militaires. Notre victoire a provoqué une onde de choc à travers la galaxie. Le Conseil galactique vient de reconnaître le droit de l'humanité à se défendre et invite la Terre à siéger parmi eux. Un tonnerre d'applaudissements jaillit, des cris de joie et des larmes de soulagement éclatant dans la foule. Elina et Marcus échangèrent un regard, submergés par l'émotion. Après tant de sacrifices, la reconnaissance la plus inespérée venait d'être accordée. Krumah poursuivit, le regard grave. Nous nous sommes montrés à la hauteur sur le champ de bataille. Il nous faut désormais prouver notre valeur dans la paix. Sur toute la planète, ce message fit l'effet d'un souffle d'espoir. Nouveau Éden devint bientôt le symbole de la résilience humaine, mais aussi de l'inventivité née de la crise. Les chantiers de reconstruction mêlaient robots, humains et volontaires venus de la Terre et d'autres colonies. Les ruines se transformaient en laboratoires et en centres de recherche interstellaires. La capitaine Okono, désormais célébrée en héroïne, reçut l'offre d'un poste d'ambassadrice auprès du Conseil galactique. Elle hésita, puis accepta, consciente que la prochaine bataille serait celle du dialogue. À l'autre bout de la planète, le docteur Tanaka exposa devant les plus hautes instances les applications pacifiques de la plateforme Arcturus, des schémas défilaient, montrant comment l'énergie du dispositif pourrait alimenter des mondes entiers, stabiliser des climats, soigner des écosystèmes. Sa puissance, affirma Tanaka, doit être égalée par notre sagesse. Dans l'espace, la nouvelle de la défaite zarconienne fit l'effet d'un séisme. L'Empire, frappé en son cœur, se désagrégea. Des mondes vassaux se révoltèrent, réclamant des réformes et la paix avec l'humanité. D'anciens adversaires tendaient la main, cherchant à comprendre ces terriens capables de survivre à l'impensable. Le Conseil galactique, lui, s'enflamma de débats. Certains membres, effrayés par l'audace humaine, réclamaient des mesures de précaution. D'autres, admiratifs, voyaient en la Terre un nouveau partenaire, imprévisible mais prometteur. Finalement, une décision historique tomba. La Terre recevrait un siège probatoire, un droit de parole parmi les étoiles. Sur Nouveau Éden, la mémoire de la guerre était omniprésente. Les anciennes grottes de survie devinrent un mémorial, où chaque nom perdu fut gravé dans la pierre. Elina, guidée par une détermination nouvelle, lança le premier programme d'échange xénoculturel. Les premiers scientifiques aliens débarquèrent, curieux de comprendre la psyché humaine, désireux d'apprendre d'une espèce qui avait défié l'extinction. Marcus, en aidant un chercheur insectoïde à reconstituer un module d'atmosphère, glissa à Elina. Ne sous-estime jamais la capacité d'adaptation humaine. 10 ans plus tard, un soleil éclatant baignait la plaine où s'élevait un amphithéâtre de verre et de métal, construit sur les ruines du passé.
Des bannières se flottant au vent arboraient les symboles mêlés de la Terre, des colonies et des nations stellaires. Humains et aliens de dizaines de mondes se pressaient pour assister à la cérémonie. Au centre, le président Nkrumah, les cheveux blanchis mais le regard toujours aussi déterminé, s'avança vers le pupitre. Sa voix, amplifiée dans toutes les langues connues, s'adressa à la galaxie réunie. Nous ne sommes pas des conquérants, mais des partenaires. Nous faisons face à l'avenir avec espoir et détermination. Elina et Marcus, main dans la main, contemplaient la foule et les lueurs d'unité qui illuminaient le ciel. Autour d'eux, des enfants riaient, des scientifiques échangeaient des idées, des délégués de mondes jadis hostiles partageaient des souvenirs de la nuit où tout avait basculé. Elina murmura, le regard perdu dans la lumière des étoiles. « Je ne sais pas ce que les 10 prochaines années nous réservent, mais j'ai hâte de le découvrir. Dans cette galaxie qui ne serait plus jamais la même, l'humanité, éprouvée par le feu de la guerre, était prête à écrire le prochain chapitre. Et pour la première fois, elle n'était plus seule.